Amis idomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Project L, un jeu de Adam Spanel, Yann Soukal et Michal Mikes, édité par Boardcubator pour 1 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 20 à 40 minutes. Alors dans ce projet L, eh bien, vous allez essayer de compléter une série de puzzles en utilisant des pièces de type Tetris pour essayer d'obtenir le plus de points possible. Au niveau du matériel, vous allez retrouver dans la boîte 32 puzzles à dos blanc, 20 puzzles à dos noir, 135 pièces, 15 dans chacune des 9 formes qui existent, 5 plateaux joueurs, 4 marqueurs de blanc et de noir, et un sac de rangement. La mise en place concerne les parties pour 2 à 4 joueurs, je vous expliquerai les variantes un peu plus tard. Concernant donc cette mise en place, vous allez mélanger l'ensemble des puzzles blancs et former une ligne, 4 d'entre eux face visible. Vous allez choisir un nombre de puzzles noirs en fonction du nombre de joueurs, donc 12 puzzles à 2 joueurs, 14 à 3 joueurs et 16 à 4 joueurs. Quand vous avez le bon nombre, vous les mélangez également et vous en révélez également sur une ligne 4 faces visibles. Vous allez bien entendu mettre à disposition de l'ensemble des joueurs la réserve de pièces. Vous allez également distribuer un plateau joueur à chaque joueur en prenant grand soin d'y inclure, quel que soit le nombre de joueurs, ce plateau-là avec le rond premier joueur, puisque celui qui obtiendra au hasard le plateau avec ce rond-là sera donc le premier joueur. Chaque joueur va ensuite prendre 2 pièces qui sont celles-ci, une pièce niveau 1 et une pièce niveau 2, qu'il mettra ici dans sa réserve sur la droite. Et là, vous êtes tout à fait prêt à démarrer la partie. La première chose que j'aimerais vous montrer avant de rentrer dans l'explication des règles, eh bien, c'est cette aide de jeu qui vous montre les niveaux des différentes pièces. Sachez que les niveaux se rapportent à la taille des pièces. Donc en niveau 1, vous avez des pièces de taille 1, jusqu'au niveau 4, des pièces de taille 4. Concernant les puzzles, eh bien, regardez, ils sont en 3D, là, j'espère qu'on le voit. Et vous allez devoir construire dans la partie blanche. Et vous avez un certain nombre de points dans cette partie blanche, et donc c'est en corrélation avec les tailles de pièces. Si j'ai une pièce comme celle-ci de niveau 4, c'est forcément une taille de 4, donc la ligne droite couvrira bien les 4 points ici. Si j'en ai une de niveau 2, c'est forcément 2 de taille, donc ça couvrirait par exemple 2 points ici. Donc ça c'est assez important et ça vous permet d'avoir facilement des repères. L'autre chose, c'est en haut à gauche, vous avez ici le nombre de points de victoire que vous aurez quand vous terminerez ce puzzle, et ici la pièce que vous gagnerez en supplément de celle que vous avez déjà quand vous terminerez ce puzzle. Concernant le tour de jeu dans Project L, eh bien c'est un peu plus simple. On commence par le premier joueur et on joue en sens horaire. Chaque joueur à son tour peut réaliser 3 actions parmi 5 au choix, et il peut réaliser les actions dans l'ordre de son choix, et plusieurs fois la même, sauf explication contraire. On va jouer comme ça jusqu'à ce que le paquet de puzzles noirs soit vide, et quand ça sera le cas, on finira le tour, on en jouera un autre, et la partie sera terminée. La première action que vous pouvez faire, eh bien, c'est de prendre un puzzle, tout simplement. Donc je choisis un puzzle de mon choix, et je le prends, je le place au-dessus de mon plateau joueur, puis je le remplace par un puzzle de la pioche, comme ceci. Ça, c'est une action. Ce que je peux faire également, c'est choisir, mais sans le regarder, de prendre à la place de ceux qui sont visibles, un des puzzles, ici, face cachée. De la même manière, ça me coûte une action, et là, évidemment, je n'ai pas de remplacement de puzzle à faire. Et donc, vous me voyez comme ça mettre des puzzles, eh bien, il y a 1, 2, 3 et 4 emplacements de puzzle maximum, c'est-à-dire qu'en tout temps, vous ne pouvez avoir que 4 puzzles en construction, et évidemment, si vous avez déjà 4 puzzles ici, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser l'action prendre. L'autre action que vous pouvez faire dans votre tour, la deuxième, eh bien, c'est de recycler. Et recycler, c'est assez simple. Vous allez choisir une des 2 lignes entre la ligne de puzzle blanc et la ligne de puzzle noir, et vous allez intégralement remettre les puzzles de ce type en dessous de leurs piles respectives. Vous allez les remettre dans l'ordre de votre choix, donc je peux très bien vouloir privilégier ça, ça par exemple. Je retourne l'ensemble, je mets en dessous, et j'en révèle 4 nouveaux. Voilà.
Et là, j'ai fait mon action recyclée, une action qui va permettre donc, eh bien, soit de couper l'arbre sous le pied d'un adversaire s'il visait certains puzzles, ou soit vous de vous donner plus de possibilités de choix de puzzle qui vous intéressent par rapport à vos objectifs. Troisième action réalisable à votre tour, eh bien, il s'agit de l'action améliorer. Et donc, quand vous voulez améliorer, vous allez avoir deux choix. Le premier choix, ça va être, si vous le désirez, de prendre une pièce de niveau 1 de la réserve générale pour l'ajouter à votre réserve à vous. Ça, c'est le premier choix. Le second choix, c'est de prendre une pièce que vous avez déjà dans la dite réserve et de l'améliorer selon le graphique qu'il y a là, avec les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Alors ça pourrait être aussi simple que d'augmenter la pièce d'un niveau, et ça c'est tout à fait possible. Si je prends une pièce de niveau 1, pour une action améliorée, je peux l'augmenter en une pièce de niveau 2, par exemple. Mais il peut y avoir d'autres choix possibles. Quand j'ai une pièce de niveau 2, j'ai le choix de soit prendre une pièce de niveau supérieur, c'est-à-dire niveau 3, niveau directement supérieur, soit de prendre n'importe quel niveau inférieur. Donc là, je pourrais la retransformer en une pièce de niveau 1. Et je vais aller plus loin. Le plus efficace pour cet exemple, c'est une pièce de niveau 3. Si j'ai une pièce de niveau 3, je peux l'augmenter d'un niveau supplémentaire, donc prendre n'importe quelle pièce de niveau 4, ou je peux choisir une autre pièce du même niveau, ou je peux prendre n'importe quel niveau en dessous. Donc avec une pièce de niveau 3, je la transforme globalement quasiment en n'importe quelle pièce au moment où je choisis. Voilà concernant l'action améliorer. Si à un moment vous voulez prendre une pièce de niveau supérieur et que il n'y en a plus, par exemple j'ai une pièce de niveau 1 et puis il n'y a plus de pièces vertes comme ça, de niveau 2, elles ont toutes été prises, et bien à ce moment-là j'ai le droit exceptionnellement de sauter un niveau pour prendre une pièce encore au-dessus. La quatrième action possible, eh bien, c'est de placer les fameuses pièces que vous avez sur vos puzzles, tout simplement. Donc, par exemple, pour une action, je peux placer une pièce ici. Pour une action, je peux placer une pièce ici. Et pour une troisième action, puisque j'en ai 3 à mon tour, tiens, pourquoi pas placer une pièce ici. Donc, au niveau des restrictions, eh bien, vous pouvez tourner les pièces absolument dans tous les sens, mais vous ne pouvez jamais les mettre en diagonale. Les pièces doivent recouvrir de manière droite, orthogonalement, les points, évidemment. Vous pouvez les retourner façon miroir, donc ça peut être absolument dans tous les sens, ça peut être façon miroir. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand vous placez, vous devez placer absolument à l'intérieur du blanc et pas ailleurs, et évidemment, une pièce ne peut pas en recouvrir une autre. Autre chose, c'est qu'une fois qu'une pièce a été placée sur un puzzle, elle ne peut pas être déplacée ou retirée plus tard. Donc je vais exagérer, mais si je plaçais cette pièce-là en plein milieu, et puis qu'elle me gêne pour la suite, eh bien, je ne peux pas la déplacer sur un côté, je ne peux pas l'enlever. Une pièce qui est placée reste placée. Voilà, on va quand même la remettre là, c'est quand même plus joli. La dernière action possible que vous pouvez faire lors de votre tour, c'est un coup de maître. Alors je vais récupérer mes pièces, je vais en prendre un peu plus pour cet exemple, tiens pourquoi pas ce puzzle-là supplémentaire, et je vais prendre un petit peu plus de pièces, il n'y a pas de raison. Voilà, on est un peu plus loin dans la partie, j'ai plus de choix. Alors, le coup de maître, eh bien, c'est assez simple. Une fois par tour donc, et pas plus, vous pouvez placer une pièce de votre réserve sur chacun des puzzles que vous avez au-dessus de votre plateau. Donc, c'est assez sympathique, puisque je peux, comme cela, placer une pièce dans chaque pour une seule action. On peut choisir de ne pas placer de pièces sur un des puzzles, mais on ne peut pas choisir de placer plus d'une pièce sur un puzzle. Ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, si je n'ai pas mis de pièces ici, eh bien en placer 2 sur celui-là pour réaliser mon coup de maître. C'est une pièce maximum par puzzle, et donc 2 puzzles minimum, puisque si vous ne le placez que sur un, ce n'est pas un coup de maître, c'est une action placée standard. Donc voilà, l'action coup de maître est une action puissante, si elle est bien préparée, mais qui ne peut être jouée qu'une seule fois dans votre tour, donc un seul coup de maître parmi les 3 actions que vous sélectionnez dans votre tour. À tout moment de votre tour, vous aurez complété un ou plusieurs puzzles, je vous le souhaite. Par exemple, si je fais comme ça et comme ça,
Peut-être que j'ai réalisé un coup de maître, j'ai mis une pièce là, une pièce là, une pièce là. J'ai complété ces deux puzzles-là à mon tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand un puzzle est complété, on prend l'intégralité de ces pièces, on les remet dans sa réserve personnelle. On regarde la pièce qui est indiquée ici, on la récupère, on la met également dans sa réserve personnelle. On retourne le puzzle face cachée ici dans sa pile de score. Et donc là, si je fais pareil pour lui, hop, je prends la pièce qui correspond et je le retourne et je le mets dans ma pile de score. Sachez que si tous les joueurs sont d'accord, il y a une variante un petit peu plus stratégique du jeu où vous gardez votre pile de score face visible avec les points face visible pour chacun. Cette variante, eh bien, vous pouvez y jouer si tous les joueurs sont d'accord en début de partie, la variante point de victoire visible. Sinon, en temps normal, c'est bien face cachée pour tout le monde, comme je viens de vous l'expliquer. En jouant des tours de 3 actions chacun avec les 5 actions que je viens de vous expliquer, donc, au bout d'un moment, vous allez vider la pile de puzzle noir, comme je vous l'avais dit au départ, et ça va déclencher la fin de la partie. Donc, quand la pile de puzzle noir est vide, comme là, eh bien, ce qui se passe, c'est que la fin de partie est déclenchée, on finit le tour, donc on va jusqu'au dernier joueur, puis on refait un tour complet en partant du premier joueur, et la partie se termine. Dès que la fin est déclenchée avec la pile qui est vide, il y a deux choses. Quand on prend un puzzle noir, eh bien, il n'est pas remplacé, vous vous en doutez, puisqu'il n'y a plus de pioche. Et la deuxième chose, c'est que à son tour, chaque joueur ne peut prendre qu'un seul puzzle noir parmi ceux-là. Je ne peux pas faire 3 actions et prendre 3 puzzles, je n'ai pas le droit. Je suis limité, à partir du déclenchement de la fin de partie, à un seul puzzle noir par tour pour l'action prendre. Quand vous avez donc finalisé le tour et joué un dernier tour après le déclenchement de fin de partie, eh bien la partie est terminée. Avant la toute fin de partie, vous avez ce qu'on appelle la touche finale. Donc après la fin du dernier tour, chaque joueur peut placer autant de pièces que désiré, provenant de sa réserve, sur les puzzles qu'il n'a pas encore complétés ici. Donc pourquoi pas, je peux vouloir faire une pièce, 2 pièces, 3 pièces, et 4 pièces, et compléter celui-ci, par exemple. Celui-là, malheureusement, ça va être très compliqué pour moi de le compléter. Il me manquerait une pièce, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà, par exemple, j'ai placé 4 pièces ici, j'ai réussi à compléter celui-ci. Ça, c'est la touche finale. Alors évidemment, ça serait trop facile si c'était gratuit. Pour chaque pièce que je vais poser lors de la touche finale, je perdrai 1 point à mon score final. On ne prend pas les pièces en récompense à la touche finale. Par contre, on prendra bien les points qui correspondent. Ils seront rajoutés avec la pile de points qu'il y a là. Vous allez ensuite calculer votre score final de manière assez simple. Vous allez révéler votre pile de score. Vous allez compter l'intégralité des points qui sont à l'intérieur. Vous allez compter aussi les points des puzzles que vous avez terminés en touche finale, moins le nombre de pièces que vous avez mis dessus. Donc 1, 2, 3, 4, celui-là me vaut 1 point. C'était rentable quand même. Je suis à 3 points. Et malheureusement, vous allez soustraire à ça tout puzzle non terminé. Donc là, je serai à 3, moins 3, 0. Évidemment, je ne pense pas que vous aurez fait 2 puzzles à 1 dans toute la partie, je vous rassure. Mais c'est important. C'est votre pile de score, vos puzzles terminés lors de la touche finale, moins le nombre de pièces que vous avez mis à l'intérieur, et l'ensemble, moins les puzzles non terminés. Et ça vous donne votre score final. Le joueur avec le plus de points l'emporte, naturellement, et en cas d'égalité, c'est celui qui a complété le plus grand nombre de puzzles qui l'emporte. Et si l'égalité persiste, ça sera le joueur avec le plus de pièces restantes ici dans sa réserve personnelle qui l'emporte. Et si vraiment, alors vraiment vous êtes encore à égalité, vous êtes magnifique, vous êtes les gagnants ensemble du jeu. Il existe pour Project L une très bonne variante solo, dont voici la mise en place. Vous allez prendre au hasard 15 puzzles blancs que vous allez mélanger, ainsi que 10 puzzles noirs. Vous allez former avec tout cela une seule pile en mettant les puzzles blancs par-dessus les puzzles noirs. Puis vous allez créer une grille. Alors je vais vous la créer. Cette grille va être une grille de 3 par 3, donc de 9 puzzles, en les piochant évidemment dans la pioche que l'on a créée à l'instant avec les 15 puzzles blancs et les 10 puzzles noirs.
Voilà. Vous allez au-dessus de cette grille mettre une pièce de niveau 1 au-dessus de la première colonne, deux pièces de niveau 1 au-dessus de la deuxième colonne et une pièce de niveau 1 au-dessus de la troisième colonne. Vous allez choisir un emplacement pour votre adversaire où il n'aura que des pièces à stocker, il n'aura rien d'autre, et vous allez lui donner un certain nombre de pièces de niveau 1 selon son niveau. 6 pièces de niveau 1 comme là, vous êtes en niveau normal. Si vous voulez un jeu plus difficile, vous lui donnez que 3 pièces, et si vous voulez un jeu extrêmement plus difficile, vous lui donnez aucune pièce pour démarrer la partie. Je vais démarrer une partie en mode normal avec 6 pièces pour mon adversaire. Vous-même, vous prenez votre plateau avec votre pièce niveau 1 et votre pièce niveau 2, comme d'habitude. Alors concernant votre tour de jeu à vous, il y a quelques changements par rapport au jeu de base que je viens de vous expliquer. La première, c'est que pour l'action prendre, vous aurez donc le choix entre prendre la première ici ou prendre une des 9 qui est là. Quand vous vous servez dans une des 3 colonnes pour l'action prendre, par exemple si je décide de prendre celle-ci, eh bien quand vous faites cela, vous donnez, s'il y en a, une des pièces présentes au-dessus de la colonne à votre adversaire. Par exemple, ici, je lui donne cette pièce, et bien entendu, vous remplacez de manière classique. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous ne pouvez pas utiliser l'action recyclée, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais enlever les tuiles qui sont là, et vous devez toujours faire avec. Concernant le tour de jeu de votre adversaire, eh bien sachez que lui, il ne fait qu'une seule chose, il essaie toujours de prendre un puzzle parmi ceux qui sont disponibles et de le placer directement dans sa pile de points de victoire qu'il aura à côté de ses jetons. Comme s'il l'avait complété en fait. Alors, il ne peut pas prendre 2 puzzles d'une colonne verrouillée. Une colonne verrouillée, c'est quoi? C'est une colonne avec au moins une pièce au-dessus de la colonne. Donc dans ce cas de figure, il ne pourrait prendre que dans cette colonne-là, concernant son puzzle. Si il peut prendre un puzzle, il va donc vouloir prendre celui qui vaut le plus de points. Et s'il y a égalité entre ceux qui valent le plus de points, ce qu'il a dans cette colonne est le cas pour le 2 là et le 2 ici, eh bien son choix se portera de cette manière-là. Imaginez une grille qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il va toujours prendre le chiffre le plus bas, allant de 1 à 9 pour cette grille de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans ce cas de figure, lui est en position 1 et lui est en position 7, si vous avez suivi. Donc il prendra celui qui est en position 1 et il le mettra dans sa pile de points de victoire et il le remplacera. Voilà, ça, c'est automatiquement son action. Pour lui, c'est simple, c'est efficace. S'il prend un puzzle, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les pièces qu'il a chez lui au-dessus de la colonne où il a pris la pièce. D'accord? On va également déplacer une pièce de chaque autre colonne vers le dessus de la colonne où le puzzle a été pris. Donc, dans ce cas de figure, je rajoute encore ces 2 ici. Ensuite, je vous l'ai déjà fait, on remplace le puzzle, évidemment, avec un nouveau piocher. Voilà comment, lui, il va fonctionner. Et vous allez voir qu'il va vous donner du fil à retordre, c'est pour ça, les niveaux de difficulté par rapport au nombre de pièces qu'il a ici, c'est très important. Si jamais il ne peut pas prendre de puzzle parce que toutes les colonnes sont verrouillées, par exemple, allez, on est comme ça, c'est à lui de jouer, il ne peut pas prendre de puzzle, et bien à ce moment-là, on va retourner une pièce du dessus de chaque colonne dans la réserve générale. Donc par exemple, on fera ça, si j'y arrive, et lui, il aura joué son tour, et ça reviendra à moi. Voilà la mécanique du jeu solo. Eh bien, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement bien pensé, et vous aurez un très beau challenge, particulièrement si vous choisissez le niveau difficile ou très difficile. La fin de partie et le score final se jouent comme dans une partie classique, donc la fin de partie se déclenche quand le paquet intégral de puzzle
est vide. À ce moment-là, on finit le tour en cours et on joue un tour supplémentaire, donc là, ça ressemble tout à fait. Ensuite, on peut réaliser des touches finales dans ces puzzles, comme d'habitude, et après, on procède au score final. Donc, le score final, c'est toujours la pile de points de victoire contre la pile de points de victoire que vous aurez créé pour votre adversaire, en retirant pour vous eh bien, les points des puzzles non terminés et les touches finales que vous auriez utilisées. Et à ce moment-là, eh bien, si vous avez un score plus haut que l'intelligence artificielle, on va dire, de Project L, vous l'emportez. Et malheureusement, en cas d'égalité, eh bien, c'est pas vous qui l'emportez. Voilà, donc c'est un super challenge pour ceux qui aiment les modes solo. Ce mode solo est une petite merveille. Il faut absolument l'essayer si vous aimez jouer solo. Quand vous jouez à plus de 4 joueurs, il existe une variante que je vous présente ici. En termes de mise en place, vous prenez l'intégralité des puzzles blancs et vous prenez un nombre de puzzles noirs selon le nombre de joueurs. Vous en prenez 20 à 5 joueurs ou 24 à 6 joueurs. Et ce que vous faites, c'est que vous créez une ligne de 3 puzzles blancs et une ligne de 3 puzzles noirs sur la gauche et la même chose sur la droite, comme j'ai fait là. Vous mettez ensuite un marqueur blanc pour la gauche, un marqueur noir pour la droite. Vous donnez le marqueur blanc au premier joueur et le marqueur noir au troisième joueur. Et là, vous êtes prêt à jouer à cette variante. Alors cette variante, elle est extrêmement bien pensée, puisque quand vous allez monter à 5 ou 6 joueurs, eh bien vous aurez toujours 2 joueurs qui jouent simultanément, ce qui va faire que les parties ne seront pas plus longues, et la mécanique est assez incroyable. Donc tout simplement, le joueur qui a le marqueur blanc et le joueur qui ont le marqueur noir vont jouer leur tour en même temps. Donc dès le début de partie, le joueur 1 et le joueur 3 eh bien, vont jouer leur tour en même temps. Alors, les joueurs ne peuvent prendre des puzzles que là où il y a leur marqueur correspondant. Le marqueur noir qui est là pour le joueur 3, il ne pourra se servir qu'ici. Et le premier joueur avec son marqueur blanc ne pourra se servir qu'ici. Ça, c'est la première restriction. Ensuite, seul le joueur qui a le marqueur blanc eh bien, peut choisir de prendre du dessus d'un des 2 paquets. Celui qui a le marqueur noir est obligé de prendre ici seulement. Et également, seul celui qui a le marqueur blanc peut utiliser l'action recycler, c'est-à-dire d'enlever les cartes d'une ligne, les mettre en dessous dans l'ordre de son choix pour en remettre d'autres, et il ne peut utiliser cette action recycler que sur la partie blanche qui correspond à son marqueur. Les 2 joueurs jouent leur tour simultanément, et quand les 2 joueurs ont terminé leur tour, ils passent chacun leur marqueur en sens horaire au joueur suivant, c'est-à-dire que le marqueur blanc passerait au joueur 2 et le marqueur noir au joueur 4. Et là, on continue de jouer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et donc, vous l'avez compris, les 2 joueurs 2 et 4 vont jouer ensemble, et puis après, 3 et 5 vont jouer ensemble, et ainsi de suite. Et c'est très bien fait, parce que vous verrez, à l'arrivée, tout le monde aura joué le même nombre de tours. Concernant la fin de partie, on reste dans du classique, puisqu'elle va se déclencher eh bien, dès que la pile de puzzle noir sera vide, mais il y aura une petite variante, puisque jusqu'alors, quand c'était le cas, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on finissait le tour et on jouait un tour supplémentaire. Là, c'est différent, et la manière de terminer réellement la partie, donc là, il faut que ce soit vide, et puis quand c'est vide, eh bien, il va falloir que le premier joueur eh bien, reçoive encore chaque marqueur une fois. Donc par exemple, dans ce cas de figure, on a 3 et 5 qui jouent. Donc ensuite, on va passer en 4 et 1. Donc le premier joueur a reçu le marqueur noir. Dès qu'il recevra le marqueur blanc, eh bien, la partie s'arrêtera définitivement. Donc là, on va passer en 5 et 2. On continue de jouer. Et là, on va passer en 3 et 1. Et donc là, la partie s'arrête. Voilà, donc ça déclenche la fin de la partie immédiatement. C'est-à-dire que quand il reçoit le deuxième marqueur, on ne joue pas le tour, ça s'arrête immédiatement. Là, tous les joueurs peuvent, comme d'habitude, réaliser des touches finales, et puis après, le score final se passe de la même manière que je vous l'ai expliqué pour la version de base. Alors, eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de ce Project L? Eh bien, écoutez, c'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Alors, il m'a surpris pour plusieurs raisons. D'abord par la qualité de son matériel. Alors en dehors des plateaux joueurs qui sont tout à fait lambda, les puzzles et les pièces sont mais alors en top qualité. Donc ça c'est vraiment super agréable quand on joue à un jeu d'avoir un matériel de cette qualité-là. La deuxième chose qui m'a surprise, eh bien c'est
Le public visé, au départ, on peut penser que c'est un public d'enfants qui est visé. C'est vrai que ça marche très bien avec les enfants. En plus, les pièces de couleur, le style Tetris du jeu, ça leur plaît. Ils y jouent, ils adorent ça, donc ça c'est top. Si vous avez des enfants pour jouer avec eux à partir de 8 ans, nickel. Mais pas que, parce qu'en fait on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a de la profondeur dans le jeu et qu'on peut jouer sans problème entre adultes, entre joueurs, même entre gros joueurs pour un petit jeu, un filler game comme on dit, il est super sympa. En effet, eh bien, vous allez devoir à la fois construire votre moteur au mieux pour arriver à optimiser un maximum vos coups, regardez ce que font les adversaires impérativement pour soit les bloquer, soit prendre ce qu'ils ont besoin avant eux, et puis essayer d'anticiper également la fin de partie, parce que la fin de partie, ben, c'est quelque chose qui peut faire mal. La fin de partie arrivant, il ne faut pas avoir de puzzle non complété, ça fait des points en moins. Également, quand la fin de partie arrive, il faut pouvoir, si possible, eh bien, arriver à réaliser des touches finales rentables pour justement pas avoir les points en moins et gagner quelques points en plus. En cours de partie également, ben, il faut essayer de faire le meilleur moteur possible pour pouvoir rentabiliser au mieux toutes ces actions et pouvoir, si on peut, placer de temps en temps des bons coups de maître bien pour gagner du temps et pour arriver à accélérer son jeu, mais en même temps préparer un bon coup de maître peut être risqué également. Donc voilà, on a un ensemble de choses qui font que le jeu a une profondeur stratégique pour un jeu qui finalement ça va se jouer en 20-30 minutes hein, selon le nombre de joueurs. Donc c'est un jeu en plus qui a un bon goût de reviens-y comme on dit. Souvent quand on fait une première partie et qu'on a un peu de temps, qu'est-ce qui se passe à la fin de la première partie? Allez, viens, on en refait une là, parce que, ouais, t'as gagné, mais attends, tu vas voir. Voilà, grosso modo, c'est ça que ça donne, un projectile. Donc c'est généralement très bon signe pour un jeu quand ça se finit comme ça, et que du coup, on enchaîne et on recommence une partie. Voilà, moi ce que j'avais à vous en dire de ce projectile, il m'a beaucoup plu en termes de mécanique, en termes de matériel. Sachez que le jeu est déjà disponible, mais qu'un nouveau Kickstarter arrive le 12 octobre, et que je vous mettrai le lien dans le descriptif dès que le Kickstarter sera là. Donc si vous avez loupé la première boîte, eh bien vous avez une chance d'en avoir une avec certainement des extensions, plein de choses nouvelles pour le Kickstarter, donc ça sera à aller voir, même moi je sais pas encore ce que ça réserve. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.